Eh bien, je relance le live. Il me semble que ça avait bugué. Apparemment, non. Donc, ma foi, donc, je suis obligé de la reprendre. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est un grand jour. Le jour où nous devrions tous mettre en accord pour trouver une solution pour éviter les querelles inutiles qui n'ont pas de sens. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde, les habitants et même les non-habitants. Car la Côte d'Ivoire est aimée de tous. Voyez-vous, donc à nous d'essayer de se mettre à jour pour éviter les tensions qui n'ont pas de sens. Il me semble que la vidéo est bloquée parce que je ne comprends rien. Tiens, ça marche là-bas ou pas? Ah ben tu vois. À partir du moment où je me suis dit tiens je fais le live, eh bien du coup il y a un souci. Donc tu me trouves pas toi? Ça marche, ça fonctionne là? Effectivement là ça fonctionne. Bien. Avant de commencer le live, je mettrai la musique qui va avec, puisque on parle de la réconciliation. Mais au fait, il faut qu'on sache aussi une chose. Dans ce monde, la réconciliation, c'est chaque personne qui met sa force. Qui veut dire quoi? C'est à vous d'aller vers les autres pour être apprécié ou non. Quand je regarde ici en Europe, surtout en France où nous vivions, deux personnes peuvent être assises face à face, ne se parlent pas, et même pas le bonjour. Donc, c'est quoi la réconciliation pour moi? Je pense que c'est une sorte d'avoir une valeur, c'est-à-dire un travail, une stabilité, hein, pour éviter des tensions, les jalousies inutiles. C'est tout ça qui crée. Parce que moi, pourquoi j'ai pas, c'est l'autre qui l'a. Donc, en grosso modo, toi de là que je me mette. Tout ça, ça crée la zizanie. Donc, je remettrai la musique qui va avec. Je vais tourner la caméra, ok, à la télévision et on part avec la musique de nouveau. Je sais qu'ils ont chassé des dieux, ça te fait mal. Je sais que c'est une humiliation pour toi, ça te fait mal. Tu aimeras pour la Côte d'Ivoire, PDC. Je sais qu'ils ont couché des mauvais, ça te fait mal. Ils ont aussi couché Rose Doudou Gueye, ça te fait mal. Tu aimeras pour la Côte d'Ivoire, UDPC. On traite à la somme d'étrangers, ça te fait mal. Tu es un militant foyer, Jenny Combinant, ça te fait mal. Tu en verras pour la Côte d'Ivoire, RDR.
Je sais qu'ils sont touchés pour être doux, ça te fait mal. Colonel Yodé, Daï Anglais, Dagoula, du Yamero, pour la Côte d'Ivoire, SPI. Il faut pardonner, il faut pardonner. Si tu es de dos, si tu es du là, si tu es baoulé, si tu es Yakuba, si tu es guéri, si tu es Seroufo, si tu es fausse nouvelle, si tu es loyaliste, NHDP, CMRD, tous les patriotes, G7, à toutes les victimes, l'amour de la patrie, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner, il faut pardonner. Eh bien, Donc, vous voulez savoir on me dit qu'il y a un souci de Oui, connexion. Est-ce que, je ne sais pas si c'est chez moi ici ou c'est pour tout le monde. Je ne sais pas, moi aussi ça m'embête aussi parce que je sens qu'il y a un souci, effectivement. Parce que voilà, c'est marrant. Alors, vous qui êtes connectés, faites-moi un signe. Si vous receviez un ou pas. Parce que moi aussi, je comprends rien. Enfin, franchement, je comprends rien. Voilà. J'essaie de comprendre, mais est-ce qu'il n'y a pas un souci? Voilà, apparemment, ça va, là. Là, ça va, je pense. Bien. Je vois des cœurs, c'est sympa. Pour les personnes qui mettent des cœurs. Eh bien, les personnes qui se connectent au fur et à mesure, bonjour, Madame Aboulaye Sissé et Madame Tchep, Boli, Koudou, comment vas-tu? Ah, tu reçois. Parfait. Ben Sangare, oh, l'homme des États-Unis, le frappeur de frappeurs, l'homme qui ne marche pas ses mots. Voilà, aujourd'hui, ah, j'ai pas envoyé un doyen, il va me réclamer, mon très cher doyen. Aïe, 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 ça, c'est n'est pas fait ce genre de bêtises. Il attend que ça, mon très cher doyen. Permettez-moi que j'envoie ça à monsieur doyen. Pour ne pas qu'il me bouffe les oreilles. Alors, doyen. Doyen. Jean-Paul. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais le WhatsApp, il est passé où? Oh, c'est Cosping, ça, aujourd'hui, là. Doyen. Voilà. Parfait. Terminé. Maintenant, je me concentre sur la chose. Voilà, franchement, aujourd'hui, là... Voilà, cette fois-ci, c'est mieux. Ok, bien. Aujourd'hui, vous savez, je suis indépendant. Le jour où je serai dépendant, je serai dans la dépendance. Et quand on dit une personne dépendante, c'est une personne qui suit la logique d'une entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Alors quand on est indépendant, on travaille tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc aujourd'hui, on va faire ce live pour le bien-être de tous. Donc, il y aura forcément des participants. Hein? Voilà, pour ne pas perdre trop de temps, on va y aller parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas assez de connexion qui m'ont dit hier de la Côte d'Ivoire. Ma foi, comme je dis, notre rôle ici en France, c'est de combattre les personnes qui connaissent la vérité mais qui ne veulent pas entrer dans la légalité, qui veulent toujours intoxiquer les gens. Je viens d'une conférence ce matin qui m'a beaucoup touché. Il y a une jeune dame, Madame Koudou Karine, qui essaie de mettre des choses en place pour le bien-être de certaines personnes. Ma foi, mais il y a toujours des gens qui saccagent, qui essaient de mentir pour décourager les personnes. Il faut avoir un mental fort, psychologiquement. Sinon, ce n'est pas évident. Une personne qui avait peut-être formé une ferme, hein, une ferme. Et puis on dit, tiens, tes poulets sont morts, alors que les poulets sont vivants. Donc forcément, ça ne donne pas l'envie. Donc, aujourd'hui, là, tout le monde a un Facebook. Essayez aujourd'hui de relayer tous les infos. Vous voyez, pour pouvoir anéantir les gens qui disent des conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Donc, c'est ça mon rôle aujourd'hui, de montrer dans une mémoire plongeante. Vous voyez? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas Facebook. Donc, forcément, les gens ne savent pas d'où vient le malheur de la Côte d'Ivoire. Nous allons le savoir aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Le rôle des Ivoiriens de la diaspora dans le processus de la réconciliation. Voilà. D'abord, comme d'habitude, je vais essayer de faire moi-même mon analyse. Et après, je passerai la parole à des personnes qui souhaiteraient parler. Je pense qu'on commencera par Madame Marie et tout. Hein? Alors,
Mon rôle est de montrer à l'opinion qu'il y a une base et une clôture. Bien. Nous avons le ministère de la Réconciliation composé à sa tête, le ministre Kakabe et son membre qui l'entoure. Nous sommes tous condamnés à vivre ensemble, car les Ivoiriens ont une couleur de carte d'identité, une même couleur de carte d'identité et le passeport qui l'atteste. Voyez-vous? Et à sa tête, un président de la République et son gouvernement. Les querelles, les jalousies, les manipulations n'ont plus leur place en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, tout ethnie, se marient dans l'ensemble. Un BT peut être marié par une personne au Déleka et un Koyaka peut être marié avec une femme Gouo. Voyez, une personne, ébriée peut être mariée avec un Baoulé. Un Abron peut être marié avec un Koulango. Voilà. Donc c'est ça la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vous dis, il n'y a qu'une seule carte d'identité pour tous. On dit les Ivoiriens. La preuve, la langue parlée en Côte d'Ivoire, c'est le français de bas âge. Bien. Comme on dit, ainsi que les non-ivoiriens et vivent en toute symbiose. Ne ramenons plus le passé qui a été un chemin dressé pour aller de l'avant, de se reconstruire et de se remettre sur le plan national et international. Je pense que les Ivoiriens et non-Ivoiriens en avaient le ras-le-bol. Depuis la prise en fonction de Bédier, je vais quand même vous présenter quelques vidéos qui l'attestent pour une mémoire plongeante, pour en finir une fois pour de bon. Il n'y a jamais fumée sans feu. Voyez vous-même la souffrance et la douleur ont vécu nos compatriotes dans différents pays. N'est-ce pas le revers de la médaille? Parce que dans le temps, les Ivoiriens, sachant le bien qu'on n'a pas été sympa avec d'autres personnes, donc forcément, aujourd'hui, si les Ivoiriens ont été chassés dans d'autres pays, pensez aussi qu'on n'a pas été sympa. Ce qu'on fait, les jeunes d'aujourd'hui ont été pénalisés. Alors, donc, ce qu'on va faire, en tant que le régulateur, c'est-à-dire moi, nous devrions connaître la vérité cachée de tous. Et toujours, parce que quand on pourra toujours stigmatiser une personne qui est toujours à la base, alors qu'en fin de compte, ce sont les trois grosses têtes en Côte d'Ivoire. Donc, après celle-ci, on va entrer dans une autre phase où nous allons commencer à parler des belles choses. Mais il faut que tout le monde sache aujourd'hui d'où vient le mal en Côte d'Ivoire. Alors, pour commencer, je mettrai une première vidéo qui veut dire que c'est la souffrance des étrangers burkinabés sous le roi ou même le créateur de l'ivoirité qui n'ont pas de projet ni de programme mais veulent diriger un pays et dans la continuité dont Gbagbo fut le plus grand mégalomane. Voyez-vous? Donc c'était sous Bédier dans une continuité par Gbagbo. Je suis obligé de faire mon synthèse. Ça c'est moi, mon rôle à moi, pour aller à la vérité et demain on pourra en discuter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va commencer par une première vidéo déjà. Alors, la première vidéo, on va aller chez Madame Zota. Alors, tac. Alors, c'est un numéro 1. Écoutez bien vous-même. C'est très important cette vidéo. Pas d'autres personnes. Je peux mon écriture. Oui, son chef. Appartient à l'État. 46. Certains auteurs du texte ont été emportés eux-mêmes. Écoutez bien. Qui laissait à la Cour suprême une grande marge d'interprétation. Mais l'objectif premier de cet arsenal juridique, fait sur mesure, est atteint. Considérant que les requérants tirent de ce qui précède la conséquence que son père et sa mère n'étant pas ivoiriens, Alassane Ouattara lui-même ne peut être ivoirien. Et voilà, le tour de passe-passe est joué. En effet, la citoyenneté ivoirienne n'existe que depuis l'indépendance en 1960.
1, seuls les individus ayant 41 ans ou moins peuvent être ivoiriens de naissance. Ce code électoral apparaît donc impossible à appliquer en droit. Un double dispositif légal est mis en place. Il constitue un jalon indispensable avant le passage à l'acte. Là, c'était sous Bédier. Écoutez attentivement. Tout est en place, ou presque. Reste une question. Qui est prêt à commettre les crimes? Dans tous les grands massacres ethniques, au Rwanda, en ex-Yougoslavie et dans l'Allemagne nazie, on observe une constante, ce que nous appelons un invariant. Une jeunesse désœuvrée, en perte de repères, est enroulée, endoctrinée et encadrée par les élites ethniques afin d'accomplir les basses œuvres. C'est pas En ça. Côte d'Ivoire, cette phase a débuté fin 99 dans la région de Tabou, au sud-ouest du pays. Nous sommes à 500 km d'Abidjan, tout près de la frontière du Libéria. Dans ce périmètre, entre San Pedro, Grand Bérébi, Tabou et Grabo, on trouve essentiellement deux types d'exploitations agricoles. Il y a d'un côté les grandes plantations de palmiers et d'EVA. Elles s'étendent sur des milliers d'hectares et sont gérées sous forme de concessions par de grands groupes agroalimentaires, majoritairement occidentaux. À côté de ces grandes plantations, il existe des milliers de campements éparpillés dans la forêt tropicale. On les appelle des cafés cacao. Ce sont quelques habitations où vit une famille exploitant un lopin de 3-4 hectares. Les Ivoiriens de cette région forment le peuple Krou. Historiquement, les Kroumen travaillaient sur des bateaux transportant vers l'Europe et l'Amérique le bois précieux issu des grandes forêts du sud-ouest. Les Kroumen ne travaillaient donc pas la terre. Pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, on a fait venir des travailleurs étrangers, essentiellement burkinabés. Jusqu'au jour où... Et maintenant, c'est fini les bateaux? C'est fini. Depuis combien de temps? À peu près 6 à 5 ans. 6 à 5 ans, oui. Pourquoi est-ce que c'est fini? Eh ben, on dit qu'il n'y a pas de bois en Côte d'Ivoire. Et comme c'était fini, qu'est-ce que vous avez fait alors? Ben, moi, j'ai préféré planter. Je me suis retourné maintenant à la terre. Eh oui. En 30 ans, les 4/5 de la forêt ivoirienne ont disparu au profit d'exploitations agricoles. Plus de bois précieux, plus de bateaux. Alors les Kroumen ont voulu reprendre le travail de la terre. Le problème, c'est qu'entre-temps, ils avaient cédé presque toutes leurs terres aux Burkinabés. En effet, ceux-ci ont défriché la forêt primaire et accompli de gros travaux d'infrastructure. Et souvent, les Kroumen n'avaient pas les moyens de leur verser un salaire. Ils leur ont donc concédé des terres en paiement de ces travaux. Avec la crise, les Kroumen vont tenter de récupérer des terres qu'ils n'ont ni défrichées ni exploitées. Mais qu'en est-il de la propriété de la terre? C'est qu'en Afrique, la terre n'appartient pas que seulement aux vivants. Elle appartient à la fois et aux vivants et aux aïeux, c'est-à-dire les ancêtres qui sont décédés. La conséquence est que vous ne pouvez pas concéder la terre définitivement. La terre ne peut pas se vendre. On ne peut que concéder l'usage de la terre, mais jamais la propriété des terres. Ça, c'est une conception qui est très forte et qui domine pratiquement toute l'Afrique. Voilà pour la vision traditionnelle du droit foncier. Mais qu'en est-il du droit moderne en Côte d'Ivoire? Qu'a fait le colonisateur français? Il a utilisé une disposition du Code civil français qui dit notamment que dès lors où la terre n'est pas occupée, elle n'a pas de maître. Donc si elle n'a pas de maître, elle appartient à l'État. Or en Afrique, il y a des terres vacantes, mais il n'y a pas de terres sans maître. Et c'est donc par ce subterfuge juridique que la puissance coloniale a pu récupérer les terres. Mais à l'indépendance, il s'est posé la question de savoir, lorsque le nouvel État
prôner le capitalisme d'État, il lui fallait avoir des terres. Alors le président Houphouët-Boigny a dit, il n'y a pas de terres à nationaliser, il n'y a pas de terres à redistribuer, mais la terre appartient à celui qui la travaille. Ce qui est une forme d'actualisation de la disposition des terres vacantes et sans maître. C'est dès lors où vous travaillez la terre, vous en devenez propriétaire. Or, nous sommes partis d'une hypothèse qu'il n'y a pas de terres vacantes et sans maître. Comme souvent en Afrique, le droit coutumier et le droit moderne se contredisent. Cette contradiction va déboucher sur une confrontation entre deux logiques. D'une part, des Burkinabés, se basant sur les déclarations d'Houphouët-Boigny, vont considérer qu'ils ont acquis des droits sur les terres qu'ils exploitent depuis tant d'années. D'autre part, les Kroumen vont s'appuyer sur le droit traditionnel pour revendiquer les terres exploitées par les Burkinabés. Si le conflit de Tabou débute effectivement comme un conflit foncier classique, il va cependant vite être instrumentalisé et récupéré politiquement par le régime du président Bédié. Vers la fin de son régime, il y a eu des événements de Tabou. Et je crois qu'il a voulu exploiter les événements de Tabou, puisque ça concernait les Burkinabés, et que par ricochet, ça lui permettrait certainement de régler le problème dans la salle. Après avoir fait adopter le nouveau code foncier interdisant aux non-ivoiriens toute possession de terre, le président Bédié va poursuivre son offensive, comme l'explique le docteur Capet, médecin et propriétaire terrien. Le gouvernement Bédié a demandé aux jeunes de faire retour à la terre. Il a fait le programme de clé en main, c'est-à-dire qu'on vous donne les moyens de créer une plantation en vous donnant des plans. À partir de ce moment, il y a le problème des terres qui se pose. Et c'est là que les populations étrangères, particulièrement la population burkinabé, créent des problèmes. Les Burkinabés ont demandé aux Burkinabés de rentrer chez eux parce qu'ils ont besoin de leurs terres. Bédié encourage donc financièrement les jeunes Ivoiriens à récupérer des terres cultivées et mises en valeur par des Burkinabés depuis des décennies. Car curieusement, seuls les Burkinabés sont visés par ces mesures. Pourtant, des cultivateurs baoulés, une ethnie originaire du centre de la Côte d'Ivoire, sont dans la même situation. Eux aussi se sont installés dans cette région du sud-ouest, mais leurs droits sur les terres qu'ils exploitent ne seront pas remis en question. On est donc bien face à une opération politique orchestrée par les élites ethnistes, qui jouent sur l'amalgame entre les paysans burkinabés et Alassane Ouattara, accusé d'être lui aussi burkinabé. À Tabou, un prétexte va être trouvé pour chasser tous les burkinabés et déclencher les pogroms. Sous couvert d'anonymat, John Kroumen explique. Un étudiant Kroumen, lui, c'est pas que ses parents avaient vendu la forêt. Il est venu, lui, il partait dans les plantations de son père, et il a trouvé un burkinabé, il a demandé. Le monsieur lui a dit que la plantation l'appartient. Il a dit non, que lui, il reconnaît que c'est pour son père. Le monsieur l'a chassé, en tout cas, il a insisté, et le monsieur l'a découpé avec la machette. C'est ainsi que la guerre s'est déclenchée. À l'origine, un jeune Ivoirien Kroumen a donc voulu s'approprier une terre que son père avait pourtant vendue à un Burkinabé. Une bagarre s'en est suivie, et le Burkinabé a tué le Kroumen. Voici la suite de l'histoire. Vous savez, chez nous, c'est simple. Quand vous commettez un crime de sang, que ce soit volontaire ou involontaire, la sanction, dans la tradition, c'est le bannissement. Dès lors qu'il y a eu crime de sang de la part d'un Burkinabé, c'était forcément le bannissement. C'est notre loi depuis des lustres. Il n'est pas question d'y déroger. Comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, on leur a demandé de partir. Et on les a sortis d'où ils étaient pour les faire partir. Ils étaient nombreux? Bon, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Vous avez bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. Et voilà, la croisade est lancée.
quelques notables locaux vont organiser et armer les jeunes Kroumen. Au nom de l'ivoirité, les Burkinabés vont être chassés et spoliés de leurs terres. Nous avons rencontré le responsable de la communauté burkinabé de la grande ville du sud-ouest, San Pedro. Ils sont retournés par eux-mêmes au Burkina ou bien on les a chassés du Tabou? Non, on les a chassés du Tabou. On les a chassés, barré la route, brûlé les maisons, on les fouille, dépouillé tout. Et la forêt, ils ne sont pas rentrés comme ça. Ils ont acheté, ils ont travaillé. À Tabou, les Burkinabés ont donc été chassés fin 99. Mais il reste toute la région autour de Tabou, composée surtout de milliers de campements dispersés dans la forêt. Donc ces campements isolés sont la cible des gens, des autochtones là sur place de Kroumen. Et surtout, depuis un bon moment, des jeunes qui s'érigent en milice pour attaquer ces campements. Oui, Marietou? Tu as un problème de réseau? Pas du tout. Oui, tu as un problème de réseau? Ben non, ça marche, ça fonctionne. Nous avons cherché à rencontrer de jeunes Kroumen. Tu vois pas? Va sur ma page. Près d'un village. Rencontre un matin très tôt. Les Burkinabés, où ils sont? Non, les Burkinabés, Ils sont vers la CDC. Ils sont partis? voici les villages. C'était leur village, là? On a brûlé le village. C'est fini. Qui a brûlé le village? C'est nous qui avons brûlé. Vous avez brûlé le village? Hein? Le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Il ne peut plus rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. C'est pour nous la terre. On a brûlé leur maison? Oui, le maison n'est pas là. Le maison, ça a été brûlé, voilà. Tout dans tous les villages, même Ouaté. Et vous regrettez les Burkinabés? Un peu plus loin, dans un autre village Krou. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé vient plus ici. Demandez puis même, c'est nous qui est ici. J'ai lu tête, c'est moi ici simplement. Il n'y a rien ici de Burkinabé. L'engrenage infernal se met en route. Depuis 2 ans, c'est l'attaque à outrance de Kroumen pour pouvoir récupérer les terres avec des prétextes qui réellement n'existent pas. On a vu Traillé, où les gens ont été attaqués, tués. Là, ils n'ont jamais dénombré. Effectivement, dans la forêt tropicale, les traces disparaissent vite. Et c'est parfois très prosaïque. Jusqu'à même, c'est les porcs qui mangent la chair humaine actuellement. Mais il arrive que les tueurs laissent un survivant derrière eux. Combien il y avait de personnes dans le campement? Tout juste leur famille, hein. Il n'y a pas d'autres personnes. Et tout le monde a été tué. Oui, son chef-lieu. Son père, sa mère, sa petite sœur. Ce petit garçon a été laissé pour mort au milieu des cadavres de sa famille. Et c'est sans doute grâce à ça que ce massacre, contrairement à tous les autres, a pu sortir de l'anonymat. La violence alimente la violence. Les attaques sont suivies de représailles. Bon, bref, voyez-vous, c'est triste. Aussi les panafricains à la con qui font du mal. Mais on oublie que nous-mêmes, on a fait beaucoup de mal à d'autres personnes. Vous voyez, et ces gens-là, saviez-vous qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens au Burkina? Ils ne font pas la même chose dans le monde entier. Vous voyez? Parce que aujourd'hui, ils ont mis une justice forte en Côte d'Ivoire pour bannir toutes ces personnes nuisibles. Faisons pas de pitié à nos frères qui font du mal. En Europe, aux États-Unis, tout ça, ils ne font pas de cadeaux. Pourquoi nous, on ferait de cadeaux? Nous remercions beaucoup le président Ouattara qui a mis les choses en place. J'en arrive avant qu'il prenne le pouvoir, il s'explique. Pour l'instant, je préfère arrêter cette vidéo-là qui est très douloureuse. Comprenez-vous? Alors, nous allons prendre une deuxième vidéo. Ok? Celle-ci, c'est un jeune patriote. Ok? Qui se nomme Al-Mustafa Touré. Qui va nous expliquer certaines choses. Parce que je ne peux pas vous montrer
le reste de la vidéo, elle est trop longue. Puisque après, il y a eu la continuité où Babo prend le relais. Si vous voudriez écouter cette vidéo entière sur YouTube, la poudrière identitaire. C'est très triste, mais c'est la vérité. Voilà. Je mettrai une deuxième vidéo de Al Mustafa qui nous explique. 1, 2, 3, 4. Écoutez-le. Il ne faudrait plus refaire ça en Côte d'Ivoire. Présenter à nos auditeurs. Je suis Touré Al Mustafa, président du mouvement Jeune Babo, l'un des plus grands mouvements de soutien à l'ex-président Babo Laurent. Et j'ai été plus proche collaborateur de Charles Deboudé pendant une dizaine d'années. Et voilà, les objectifs de ce mouvement et le but de la création de ce mouvement, c'était d'accompagner le président Babo jusqu'aux élections. C'est ce que nous avons fait, mais malheureusement, il a perdu les élections. Donc, quoi. On sait que votre mouvement a appartenu à un moment donné à la galaxie patriotique. Oui. Êtes-vous toujours membre de cette galaxie patriotique-là? Vraiment, c'est une question à ne pas poser parce que j'ai mon cœur qui saigne. Aujourd'hui, c'est cette galaxie patriotique qui assassine des Ivoiriens, ces militants, ces membres de la galaxie patriotique, ces leaders, vraiment qui sont à la base de ces assassinats, brûlés des êtres humains. Vraiment, je ne peux plus jamais, en aucun cas, appartenir à cette galaxie patriotique. C'est inadmissible et c'est vraiment inhumain. C'est inhumain, c'est inhumain. La Côte d'Ivoire n'a jamais vécu ça, c'est la première fois. Et je pense que certains leaders sont en train de prendre conscience puisque depuis bientôt un mois, certains leaders sont en contact téléphonique avec moi et disent qu'ils ne sont pas responsables et que c'est Charles Bleu-Goudé qui donne des instructions, c'est Charles Bleu-Goudé qui est responsable. Voilà, c'est pourquoi depuis un certain temps, il y a certains leaders, vous ne les voyez pas. Je peux citer Jeanne Doué, je peux citer Ouattara Djibo, je peux citer Sam l'Africain, je peux citer Eli Alassou. Il y a certains leaders que vous ne voyez pas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que Bleu-Goudé fait, la manière dont Babo, l'ex-président, en train de gérer cette crise. Ils sont dépassés et ils ne sont pas d'accord. C'est pourquoi j'ai donné une conférence de presse. J'ai lancé un message solennel à la jeunesse ivoirienne, à mes amis, ceux qui sont encore mes amis, parce que je ne peux pas concevoir qu'on appelle des jeunes gens à descendre dans la rue pour assassiner des Ivoiriens. Alors là, je pense que trop c'est trop, quoi. Vous disiez tantôt que certains noms que vous avez cités, Eugène Doué, Eli Alassou, ont compris qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie. Oui. Et ils vous ont contacté, bien sûr, pour vous le faire savoir. Qu'en est-il exactement alors? Oui, ils me l'ont fait savoir. Ils veulent même me rejoindre. Ils veulent me rejoindre. Moi, pour les Ivoiriens qui me connaissent, ils savent que je ne mâche pas mes mots. Je ne sais pas mentir. C'est pourquoi j'ai directement cité leur nom. Et il y en a beaucoup. Il y a des centaines de collaborateurs, proches collaborateurs de Babo qui m'appellent, même des militaires, des corps habillés, des colonels qui veulent nous rejoindre. Déjà, nous sommes près de 29 Ivoiriens, plein d'amis qui veulent venir. Je suis prêt à citer leur nom. Même hier, j'ai eu près de 30 minutes de conversation avec Sam l'Africain, même le porte-parole du président de la République, Koulibaly Gervais, que je nomme. Est-ce que vous l'entendez encore? Il y a beaucoup qui sont mécontents. Beaucoup sont mécontents. Des leaders patriotiques, beaucoup sont mécontents. Et il y a des centaines encore qui veulent nous rejoindre, qui se sont rendus compte que Bleu-Goudé les utilise. Ils se sont rendus compte que Babou les utilise. Depuis Babou est au pouvoir, pendant les 8 ans de son pouvoir, il n'a fait que de fausses promesses à la jeunesse. Qu'est-ce que nous avons reçu de lui? Rien. Qu'est-ce que nous avons reçu de lui depuis qu'il est au pouvoir? Rien. C'est ce que j'ai dit dans mon message. J'ai lancé un message à la jeunesse ivoirienne. J'ai dit, vous, dès que Bleu-Goudé parle, vous descendez dans la rue. Hein? Et lui, il rentre la nuit au palais. J'ai fréquenté Bleu-Goudé pendant 8 ans. Souvent, nous sommes allés prendre des sommes, près de 200 millions, 150 millions. Je me rappelle lors d'une manifestation à la place de la République, nous sommes allés prendre 150 millions au palais. Et dès que nous sommes sortis, lorsqu'on nous remettait cet argent au palais, c'était dit que la TCI, les étudiants et tout, mais dès que nous sommes sortis, il a appelé le secrétaire de la TCI devant moi, ma présence, il ne lui a donné que 1 million pour tous les étudiants. Il se sert des étudiants. Et quand le déchet toxique venait tuer ces mêmes étudiants, là, ces jeunes Ivoiriens,
s'attaque aujourd'hui à tous ceux qui ne sont pas avec lui. Avez-vous été personnellement menacé ou est-ce que toutes ces personnes qui vous ont rejoint là-bas au Sénégal ont eu leur vie menacée? Oui, mais j'ai été menacé. J'ai reçu la visite des hommes armés chez moi parce que pendant les élections, après les élections du deuxième tour, dont j'ai été l'un des superviseurs au CA Boaké, dans les zones contestées aujourd'hui, j'étais l'un des superviseurs. J'étais à Boaké et j'avais mes représentants à Ferké, à Kourougou. Donc, il n'y a pas eu de trucage. Vraiment, je suis écœuré, quoi. Et donc, après les résultats du deuxième tour, on m'a obligé à faire une conférence de presse pour soutenir l'ex-président Gbagbo Laurent. J'ai dit, mais on m'a obligé. Et on m'a dit, si tu ne le fais pas, c'est que tu es du côté du président Alassane Ouattara. Et là, j'étais tellement écœuré parce que nous savons tous qui a vraiment gagné les élections. Le nom a toujours appartenu au président Ouattara. C'est comme le centre a toujours appartenu au président Ralikouna Bédié. Hein? Mais on ne peut pas me mettre dans le fond. Dans toute république, nous respectons tous les institutions de notre république, mais une république qui se respecte doit respecter le choix du peuple. Le temps de Gbagbo est passé. On a aux élections, il y a une élection. Quand il y a une élection, il y a un perdant, il y a un gagnant. Et on demande qui est le gagnant. Et on sait qui a gagné. Et aujourd'hui, on accuse l'ONU d'ingérence. Mais qui a fait venir l'ONU pour venir superviser les élections? Les Ivoiriens n'ont qu'à dire la vérité. Les Ivoiriens savent qui a gagné. Les Ivoiriens n'ont qu'à prendre leur courage à deux mains, se mobiliser pour chasser les criminels, ceux qui assassinent nos parents aujourd'hui. Nous les connaissons. Nous les connaissons. Si toute la Côte d'Ivoire se réunit, mais vraiment, les mots même me manquent. Parce que vraiment, c'est inadmissible. J'ai vu des scènes où on prend des jeunes Ivoiriens, on prend du tas de naissance, on verse de naissance sur puis on les brûle carrément. Mais on n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Vous qui avez été plus ou moins proche de Laurent Gbagbo, pourquoi il s'accroche au pouvoir, selon vous? La révélation que je peux faire, après les résultats du deuxième tour, le mardi déjà à 1h du matin, on savait déjà que le gagnant du deuxième tour de présidentiel en Côte d'Ivoire était le président Alassane Ouattara. Tous les militants du LMP là, que ce soit à Finguessan, que ce soit à Simone, que ce soit à l'ex-première dame Simone, que ce soit tout le monde, nous savons tous qui a gagné les élections. La preuve en est qu'il n'y a pas 2 mois de cela, 1 mois et demi de cela, l'ex-président Gbagbo Laurent a envoyé des émissaires venir me voir au Sénégal. Ils m'ont proposé près de 300 millions. Il m'a dit qu'ils vont me nommer, de revenir à Abidjan et de venir mentir. J'ai dit, mais monsieur le président, et les envoyés, là, j'ai fait des photos avec eux. Hein. Il y avait Brou Grébé et puis il y avait M. Porquet. J'ai la photo, on a pris des photos, ils m'ont invité à manger. Nous sommes allés manger. Bon, comme j'étais avec quelques Ivoiriens, ils sont venus. Bon, écoutez, j'avais cette vidéo. Je comprends que je reçois des messages pour me dire, allons dans la neutralité, certes. Mais vous voyez sur la toile aujourd'hui, mon rôle à moi aujourd'hui, c'est de faire comprendre les gens qui vont à la CPI poser plainte contre le président Ouattara que allons à la réconciliation. Comprenez-vous? Parce que tout le monde a souffert dans ce pays-là. Il ne faudrait pas forcément stigmatiser, allons creuser et après nous allons commencer à aller vers les uns des autres pour montrer, parce que les gens ne savent pas la vraie vérité. Pour faire la réconciliation, là, hein, avant d'aller devant un juge, on ne te convoque pas devant un juge hein, sans qu'il y ait une cause. Quand tu es convoqué, c'est qu'il y a une cause. Et une fois tu n'es pas responsable, on te libère. Donc, notre rôle à nous aujourd'hui, c'est d'aller vers, aller fouiner, pour faire comprendre les gens. Alors, vous voyez aujourd'hui, quand j'essaie de comprendre, à l'époque, le PT était vachement anarchique. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Donc aujourd'hui, il y avait un face-à-face, le président Gbagbo, l'ancien ex-président Gbagbo et le président Ouattara. Donc, tous les deux, ils ont compris qu'effectivement, il faut la justice. Qui dit justice, c'est pour éclairer et pouvoir respecter tout le monde, hein, surtout la population qui vit en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est mon rôle à moi, au fin de compte. Donc, ne m'accablez pas. Pour l'instant, je suis indépendant. Quand je serai dans la dépendance, je vais suivre des traçabilités. Alors, je ne peux pas... J'ai eu à discuter avec Mme Martine Keïvao. Elle part à la CPI hier hein, pour aller poser plainte contre le président Ouattara. Mais nous autres, nous allons toujours tendre la main aux autres.
Quand de nous autres, pas forcément RHDP, les Ivoiriens, regardez la jeunesse aujourd'hui, tout le monde s'inspire à son développement, hein, ils font des entrepreneuriats pour s'en sortir. Mais si nous ne parlions pas du passé, pour pouvoir calmer demain, ceux qui viennent demain pour créer la zizanie, il n'y a pas de sens. Donc il faudrait montrer aux gens qui sont innocents, hein, que franchement, il y avait bel et bien un problème, que le président Ouattara n'est pour rien. Je ne suis pas là pour le défendre, mais il faut montrer les faits. Les faits verront que finalement, il y avait bel et bien un mal, quelque part, un mal-être quelque part. Permettez-moi, laissez-moi finir, on arrive. Après celle-ci, on ira tendre la main à tout le monde. Moi, c'est mon rôle à moi. Toujours, j'étais vers les autres. Je ne suis pas le gars qui est forcément dans le clanique. Je suis avec tout le monde. Tu peux être ivoirien, congolais, zaïrois, n'importe qui. Mais arrêtons quand même de cacher le soleil avec la mer, qui n'est pas possible. Voilà, excusez-moi, mais c'est ce que j'allais à vous dire. Alors, je vais mettre un deuxième vidéo, troisième, c'est le face-à-face entre Ouattara et Gbagbo. Vous comprenez-vous? Je mets vers la fin. C'est très important pour la justice. La CEI soit revue. Il y avait une loi sur la CEI et la CEI soit revue et que ceux qui étaient opposés à moi, mes opposants, aient la majorité. C'est la première fois qu'on voit ça en Afrique. Je leur ai donné la majorité à la CEI. Le Premier ministre le sait bien. J'ai accepté une deuxième chose. On avait un problème avec l'article 35 de la Constitution. Dans les éléments modifiés, il faudra étudier. Mais on avait un problème avec l'article 35. J'ai donc demandé au président Thabo Mbeki, devant le Premier ministre Ouattara et devant le président Bédié, de nous écrire pour que j'utilise l'article 48 pour rendre éligibles tous ceux qui étaient à Marcoussis. C'est ce que j'ai fait. Et ça, c'est un acte de réconciliation. Et si aujourd'hui nous sommes face à face, c'est bien parce que des choses ont été faites. Alors, je crois que j'ai ensuite, voyant que cela a été fait et qu'il fallait aller plus loin pour obtenir la sortie des crises véritables, j'ai engagé le dialogue direct avec ceux qui dirigeaient la rébellion. Ceux qui ont accepté de dire qu'ils la dirigeaient, j'ai engagé le dialogue direct qui a abouti aux accords politiques de Ouagadougou. Donc, les actes que j'ai posés sont des actes de réconciliation, sont des actes de paix et de réconciliation. Nous allons continuer dans ce sens. Tout ce qui est paix, nous allons insister, et tout ce qui est guerre, nous allons les évaluer. M. Ouattara, quelle politique de réconciliation pour repenser les plaies de 10 années de crise? Oui, je pense que c'est une question centrale. Et il faut évacuer ce qui est dit sans preuve, sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries des frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Mais je prends l'engagement de faire la lumière sur ces choses. Et bien sûr, et tous les coloraires, l'assassinat du général Gay, l'assassinat de Bogadoudou, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudra mettre en place une commission vérité et réconciliation. C'est ce qu'on a tenté de faire avec le Forum pour la réconciliation. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été tout appliqués, ou ça a pris du temps. Alors cette fois-ci, il faudrait non seulement que la commission vérité et réconciliation donne les mesures à prendre, mais également donne un chronogramme des mesures à appliquer. Et comme ça, il n'y aura plus de faux fuyants. On saura ce qu'on a décidé tous ensemble. On prendra l'engagement de l'appliquer. Et l'Assemblée nationale, s'il s'agit d'une loi d'amnistie, par exemple, pour un certain nombre de délits
que l'Assemblée nationale vote une nouvelle loi d'amnistie et ainsi de suite. S'il s'agit d'indemniser les victimes, les parents des victimes, les enfants des victimes, il faut le faire également. Et bien entendu, on ne peut pas payer la souffrance des uns et des autres. Quand des gens ont été mutilés, excusez-moi, des femmes ont été violées, tout ça a été horrible. Donc, je ne voudrais pas revenir sur les douleurs de nos concitoyens. Mais concernant les actes qui ont été posés par Laurent Gbagbo, c'était bien qu'on ait eu cette discussion. Mais pourquoi nous avons tardé ça pour avoir des élections? Parce qu'il n'y a pas eu d'application effective et rapide de toutes ces décisions. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en parler. Parce que Marcoussis, Accra, Pretoria, enfin l'accord de Ouaga, ça fait quand même 5 ans, j'ai encore 2 secondes. Voilà, je vous remercie. Je voudrais qu'on aborde maintenant la deuxième partie de cette émission consacrée à la défense et à la sécurité. Alors, l'accord politique de Ouagadougou préconise la formation d'une nouvelle armée. Quelle sera sa configuration et de quels moyens disposera cette armée pour la défense du pays? C'est M. Ouattara. Oui, écoutez, l'accord de Ouaga fait, je trouve, des suggestions importantes et intéressantes par rapport à la formalisation de cadres pour que nous ayons une armée unifiée à l'issue donc de ces élections. Il y a déjà un premier pas, moi je m'en félicite, j'en félicite d'ailleurs le Premier ministre Soro également, avec qui Laurent Gbagbo a signé ces accords. Mais ceci étant, il y a tout de même des questions fondamentales à régler. Il y a tous ces jeunes gens qui de part et d'autre ont été utilisés, que ce soit au niveau des donc les miliciens qui sont là, qui ont quelquefois des fusils, des kalachnikovs qui se promènent et qui font du brigandage ici et là. Il faut tenir compte de leur avenir. La démobilisation ne suffit pas. Donc il faudrait, et nous aurons l'occasion d'en parler sur le plan économique, il faudra mettre en place un programme économique qui permettrait une croissance très forte et une absorption du chômage, y compris de ces jeunes qui ont fait du tort à la nation. Mais en fait, ils ont été manipulés. Ils ont pris les décisions de leur propre chef. Et à partir de là, j'estime qu'il faut une grande réforme de la défense et de la sécurité. J'ai une ambition pour cela parce que tout le monde se plaint de ce qui se passe actuellement. Les promotions dans l'armée, les gens considèrent, je ne suis pas militaire, mais ce que j'ai dit dans la presse, qu'il y a du favoritisme et que quelquefois ça va trop vite et que la compétence n'est pas prise en compte. Il faut que les militaires eux-mêmes s'asseyent et définissent la loi donc, de promotion. En tout cas, de mon temps, c'est ce qui se faisait, parce que c'est le chef d'état-major Gueye qui faisait la promotion au ministre de la Défense, et le ministre de la Défense, Léon Konan Kofi, venait me voir et disait, voici, telle personne a fait tant d'années, il doit aller donc dans tel grade, etc. Et je disais, bon, allons-y voir le président Oufoué qui donnait son accord, et il n'y avait pas de problème. Alors, il faut également régler le problème de sécurité. Il y a tout de même toute une liste de maisons de sécurité attribuées à tel ou tel. Certains ont des fusils, d'autres n'en ont pas. Et la ville d'Abidjan est devenue maintenant un nid où n'importe qui peut se procurer des armes. Donc il y a un travail de réforme, de refonte. Et j'envisage de faire en sorte que ce domaine soit un domaine prioritaire, parce qu'à l'issue de la guerre, il faut s'assurer que l'armée est forte, c'est vrai, mais l'armée est faite pour défendre nos frontières. Mais il faut s'assurer qu'au niveau de l'intérieur, la sécurité, qui sera organisée par la police et la gendarmerie, également ait les moyens et soit mieux organisée que maintenant. On va parler de l'intérieur tout à l'heure. Bien. Alors, avant d'en arriver, donc aujourd'hui, aussitôt dit, aussitôt fait. Donc, nous allons montrer la vidéo qui va avec 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Permettez-moi, hein, c'est très important ce que je fais aujourd'hui. Le président de la République, chef suprême des armées, a reçu aujourd'hui toute la hiérarchie militaire conduite par le chef d'état-major des armées, le général Philippe Mangou. Nos officiers généraux et supérieurs ont fait, au nom de toutes les forces républicaines de Côte d'Ivoire, allégeance au chef de l'État, chef suprême des armées, Brahim Doumbia. Cérémonie pleine de symboles que celle de l'allégeance de l'état-major des armées au chef de l'État
Son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Le chef de l'État avait à ses côtés le Premier ministre, ministre de la Défense Guillaume Soro. La quasi-totalité des généraux de l'armée ivoirienne a répondu à l'appel de la République. Ce sont le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées, le général Kassaraté Tiapé Édouard, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Bredou Bia, directeur général de la police nationale, le général Kouakou Nicolas, commandant le centre de commandement intégré, le général Deto Leto Firmin, commandant les forces terrestres, le général Afro Yao Raphaël, adjoint commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le médecin général Guéhi André, le général Touvoli Bizogo et le contre-amiral Alakassi, soit au total 9 généraux. Tous se sont engagés à servir la République. La police nationale est une institution qui est chargée de l'application de la loi. Hier, j'ai fait appel à tous les policiers pour qu'ils répondent aux appels pour le service. Aujourd'hui, je suis convaincu que la police nationale, sans sa place dans la cité, elle aura beaucoup de difficultés. Et donc nous venons dire à vous, Monsieur le Président de la République, que nous mettons à votre disposition pour que les autres institutions soient sécurisées et que la vie reprenne. À vous, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef supérieur des armées, la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, fidèle à sa devise, pro patria, pro légué, pour la patrie et pour la loi, vient se soumettre totalement et entièrement sous votre autorité pour accomplir ses missions régaliennes. À vous, Son Excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, les tout premiers mots qui nous viennent sur les lèvres sont des mots de pardon, de réconciliation. Au nom des officiers, sous-officiers, militaires du rang, des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, armées des terres, air, marine nationale, nous venons à vous, Excellence Monsieur le Président de la République, pour nous mettre à votre disposition afin d'accomplir les missions que vous voudrez bien nous confier. Notre mission, c'est la défense de l'intégrité du territoire en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Notre mission, c'est la défense et la protection des institutions de la République. Depuis donc le changement à la tête de l'État, les forces armées nationales de Côte d'Ivoire se mettent donc à votre disposition, pour protéger et défendre les institutions de la République. Je vous remercie. Après quoi, le président de la République s'est adressé aux officiers supérieurs de notre armée en ces termes. En général, chef d'état-major des forces armées nationales, mon général, commandant supérieur de la gendarmerie, mon général, directeur national de la police, officiers généraux, chers frères et amis, je voudrais vous saluer pour votre sens républicain et je voudrais également retenir les mots du général Mangou concernant le pardon et la réconciliation. C'est véritablement ce qui m'anime. Et je voudrais vous demander de dire à tous ceux qui sont sous vos ordres que la République continue, que l'État continue dans sa permanence. Nous sommes tous Ivoiriens et nous devons faire en sorte que nous puissions en toutes circonstances nous appuyer sur notre armée, sur notre gendarmerie, sur notre police. Nous devons essayer de passer cette étape douloureuse qui a été vécue par chacun de nous, par les populations, par notre armée. Je voudrais vous rassurer que, pour ma part, je tiens à la continuité de l'État. Je tiens à ce que nos
généraux, nos officiers supérieurs, nos officiers, nos sous-officiers, nos militaires du rang soient conformes à leurs devoirs. Et c'est pour cela que, par ordonnance du 17 mars dernier, j'ai créé les forces républicaines de Côte d'Ivoire en application de l'accord politique de Ouagadougou. Notre armée doit redevenir fraternelle. Il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de douleurs en raison des événements passés. Et peut-être aussi beaucoup de rancœurs. Et les rancœurs ne sont pas seulement au sein des forces armées, mais également au sein de la population. Je voudrais donc vous demander de transmettre à tous ceux qui sont sous vos ordres que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour notre pays. Et je ferai tout et j'utiliserai toute mon énergie pour que cette réconciliation devienne une réalité. Je m'emploierai dans toutes les décisions que je prendrai à vous montrer que le chef suprême des armées respecte l'armée. Je vous remercie et je vous mets en mission. Avec cette allégeance de l'armée ivoirienne au chef de l'État Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. Bien, voyez-vous, c'est assez touchant. Le mot pardon, c'est beau à entendre. Le président Ouattara a laissé un message fort aux généraux. Mais pourquoi certains militaires ont désobéi? Et maintenant, les gens viennent pour dire, oui, il faut les libérer. À partir du moment où les cadors ont rejoint la nouvelle République, c'est pour la continuité de tous. Donc, Gbagbo l'a dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Donc, ça veut dire quoi? Ces personnes étaient aux commandes, mais n'étaient pas respectées. C'est ce que ça veut dire. Donc, mon rôle n'est pas là pour descendre. Mon rôle est là pour faire comprendre. Vous voyez de vous-même, hein, les faits, les constats, ce n'est pas inventé. C'est palpable, vous voyez de vous-même. Hein. Certains petits militaires n'ont pas suivi ces cadres. Ils assumeront. Ils assumeront. C'est pour ça qu'il y a une justice aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On fait plus ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. Je saute une vidéo, il m'a resté 3 vidéos qui sont très sympas. La justice est installée. En plus, les Ivoiriens ne sont plus partisans de l'ivoirité, mais plutôt pour l'entrepreneuriat et d'être aussi riches comme Bédié. Voyez-vous, je suis obligé de montrer cette vidéo-là, c'est quand même important. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est à vous de comprendre. Hein? Ah non, on a fait le cacabier tout à l'heure, cacabier. Il ne faut pas presser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est celle-ci. Écoutez bien. Il était temps de convoquer la presse. Jean-Louis Billon était déterminé ce lundi à éteindre l'incendie provoqué par son chef, Henri Konan Bédié, le président du parti. En 2020, hein? Nous n'avons pas de discours xénophobe, nous n'avons pas de discours tribaliste et nous ne nous préoccupons que des problèmes des Ivoiriens. Tout a commencé le mercredi 5 juin face à des représentants du PDCI. Henri Konan Bédié tient ses propos. Actuellement, on fait en sorte que l'Ivoirien soit étranger chez lui. Mais les Ivoiriens n'accepteront jamais cela. Bédié évoque aussi d'autres étrangers qu'on fait venir clandestinement. Et d'ajouter, si c'est pour venir fausser les élections de 2020, nous voulons le savoir. Et voilà que le serpent de mer de l'ivoirité refait surface. Un concept selon lequel les soi-disant vrais Ivoiriens seraient spoliés par de prétendus Ivoiriens de circonstance. Des djoulas, pour la plupart, venus des pays voisins dans les années 60, à l'appel du président Houphouët-Boigny, pour travailler le cacao, le café et les VA. Un concept sorti du chapeau dès 1995 par Henri Konan Bédié lui-même. Un outil redoutable pour écarter son rival Alassane Ouattara, accusé d'être burkinabé. Sont rejetés comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara,
Depuis les années 90, l'ivoirité n'a cessé d'empoisonner la vie politique ivoirienne. Voilà, bon, j'arrête celle-là. Alors, enfin, arriva un homme intègre du nom de... Enfin, arriva un homme nommé Kakabe, ministre de la Réconciliation, qui abat un travail difficile et colossal. Parce que l'Ivoirien n'est pas facile à vivre. Chacun a sa raison. Donc, nous allons écouter Kakabe lors de sa venue en France ici, où la salle était comble du monde. J'y étais. 5, 6, 7. Celle-ci. Faire de la paix et de la cohésion sociale, les valeurs les mieux partagées par les fils de la Côte d'Ivoire pour accélérer son développement. C'est cet objectif qui a conduit le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale à Paris. À ses côtés, les ministres Mamadou Touré, Lira Mata et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France pour partager la vision de la Côte d'Ivoire solidaire avec les Ivoiriens vivant dans l'Hexagone. Monsieur le ministre, j'ai voulu venir rencontrer les Ivoiriens de France pour leur délivrer un message. Vous nous avez chargé de les rassembler. Nous avons fait le travail. Le travail est là. Vous me voyez comblé par cette belle mobilisation. C'est la première fois que je vois dans la même salle, ici en France, des personnes qui, à 10 ans, avaient des positions politiques tranchées, se retrouver, parler, danser ensemble. Ça veut dire que nous avons avancé. Il faut désarmer le cœur. Nous comptons sur la diaspora pour accompagner le ministre Kakabe, accompagner le président Alassane Ouattara, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Pour sa part, l'émissaire du président de la République a mis l'accent sur le rôle de la diaspora dans le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Qui pourrait croire qu'il serait possible de réconcilier durablement la Côte d'Ivoire en oubliant plus d'1 million d'Ivoiriennes et Ivoiriens? Vous êtes essentiels à la réconciliation. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Votre responsabilité est donc tout aussi grande. Il faut se battre pour la paix. Il faut se battre pour la conserver. Il faut se battre pour l'installer durablement. La rencontre avec la diaspora ivoirienne en France a été l'occasion pour le ministre Kouadio Kouna Bertin de rassurer les exilés quant à la volonté du gouvernement ivoirien à œuvrer pour leur retour en Côte d'Ivoire. Prestations artistiques et ballets au meublé, la cérémonie. Eh bien, c'est magnifique. Enfin, pour conclure, un homme intègre du nom de Sérédor Di Adjaro a mené un combat très sensible dans sa région pour conscientiser et sensibiliser la jeunesse de Bangolo, ce qui n'est pas facile du tout. Voyez-vous? Donc, je n'ai pas envie de remuer les plaies, mais j'attends Mme Martine Keïvao. J'attends après ces pays, je ferai une vidéo. Moi, personnellement, il y a certaines choses que je veux montrer. Là, je pense que là, ils vont se calmer. Parce que, en Côte d'Ivoire, tout le monde a souffert. Les étrangers ont souffert. Ok, les nordistes ont souffert. Ceux de l'Ouest, plutôt, les guerriers ont souffert. Donc, évitons de remuer la plaie. Allons à l'apaisement. Pourquoi aujourd'hui? Le mal était hier avec sur les 3 têtes. Babou Ouattara et Bédié, pardon. Aujourd'hui, la stabilité est là vis-à-vis des 3 personnes aussi, Babou Bédié, Ouattara. Donc, voyez-vous, donc la jeunesse, évitez de vous prendre la tête. Laissez ces 3-là faire leur combat. Pendant ce temps-là, Babou est riche. Bédié est riche. Ouattara, lui, est très riche parce que lui, il a toujours travaillé sainement. Il ne s'est pas mis à piailler pour faire du tort aux autres. Mais il est toujours accablé, et toujours stigmatisé. Alors, la dernière vidéo, c'est d'or. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas faire la politique. Moi-même, je fais la politique. Mais la politique, là, ça demande l'intelligence, chers frères. Vous voyez, il y a une situation qui est venue.
se réclamer du FPI. Gagnawa n'a pas bougé. À l'heure où je vous parle, vous voyez les rues de Gagnawa, on ne peut pas vous parler ça au rue, on peut même vous parler du Congo. Ça veut dire ils sont en train de bénéficier du goudron, ils sont en train de bénéficier de l'électricité, de l'eau courante. Sinon, Gagnawa, vous connaissez là. Les mouvements pour lesquels vous êtes soulevés aujourd'hui là, peut-être c'est Gagnawa même qui sera en. Pourquoi? Ils sont en train de nous montrer qu'eux aussi ils font la politique, mais ils sont intelligents. Pendant que c'est maintenant que le développement a commencé à pointer son nez dans Bangolo, vous voyez partout aujourd'hui, tous les villages, ils sont en train d'implanter les poteaux. Sortir nos parents dans le noir, l'eau courante, etc. Moi-même, votre président, je suis en train de reprofiler les routes. L'AGEROUTE est en train de le faire. Même si on n'est pas content pour quelque chose, moi je suis votre frère, je suis avec vous, je suis dans le peuple, je suis toujours avec vous. Si on n'est pas content, il ne faut pas donner une mauvaise image de Bangolo. Posons-nous la question, pourquoi les autres ne marchent pas? Et puis nous qui avons plus besoin de développement, c'est nous on marche. On bloque la route. Mais ceux qui quittent Abidjan pour aller à Mala, ils n'ont pas à voir votre mouvement. Moi, je voulais encore m'agenouiller devant vous. C'est parce que vous ne voyez pas le travail que je suis en train d'abattre. C'est vous qui m'avez mis là. C'est vous qui êtes allé prendre la CI en otage pour dire donner la victoire de notre gars. C'est grâce à vous aujourd'hui, moi je suis président. Comme vous voyez, souvent je m'arrête ici pour distribuer des billets de banque. Non, je ne suis pas Doubka Saga. Mais c'est une manière de vous retourner ma reconnaissance pour le sacrifice que vous avez fait pour moi. Je voudrais vous demander pardon. Je voudrais vous demander pardon. Ne mettons pas Bangolo seul en retard dans le démon. Il y a un pays aussi en public. Il y a un pays à Fakobli. Même Diopé qui est notre capitale là, il y a un pays là-bas. Mais pourquoi c'est toujours Bangolo? Pourquoi nous aussi, en faisant la politique, on ne peut pas montrer aux autres départements que nous on est intelligents? Vous voyez, le plus souvent, ceux qui vous amènent à marcher là, eux-mêmes vous ne les voyez pas au débat. Dieu merci, c'est à distance, je disais aux gendarmes d'aller doucement. Parce que vous êtes mes enfants, mes petits frères. Vous n'êtes même pas complexe quelque chose. Je ne serai pas prêt à accepter qu'on arrête un jeune de Bangolo. Mais je voulais vous dire merci. Toi aussi, j'en ai vraiment marre de toutes Alors, ces personnes terminé. que tu peux faire de la... Il y a certaines vidéos que je ne pourrais pas présenter ici. Mais voilà, j'attendrai au moment opportun. Donc, je vais appeler Madame Marietou, ok, pour commencer. Voilà. J'appelle Madame Marietou. Ceux qui veulent intervenir, envoyez-moi un message. Ok, je pense que les vidéos en elles seules ont pris beaucoup de temps. Bonjour Madame Marietou, comment allez-vous? Je vais bien, Mike, et vous? Ouais, je vais très très bien. Permets-moi de te dire que là, j'étais obligé de faire une synthèse pour que les gens comprennent une fois pour de bon qu'en fin de compte, en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une sorte de paisibilité pour pouvoir avancer avec tous les Ivoiriens et ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Que peux-tu dire, très cher Marietou? Je voudrais te remercier pour ce direct. Merci. Et voilà, j'appelle à tous les Ivoiriens d'aller à la paix, d'aller à l'apaisement. Parce que la paix est le problème de tous. Et comme tu l'as si bien dit, le ministre Katabé a appelé à inclure les Ivoiriens de la diaspora dans la recherche de la paix. Donc, je te remercie pour ton initiative. Merci. Et je pense qu'il est important d'avoir les avis aussi des Ivoiriens de la diaspora dans cette construction de la paix. Tout à fait. La recherche de l'unité nationale est l'affaire de tous. Tout à fait. Voilà pourquoi le ministre a jugé utile d'inclure ici à la diaspora une représentation pour que nous puissions travailler de connivence. Donc, merci beaucoup pour son émission. Merci beaucoup à toi. Alors, à travers ces différentes vidéos, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que, enfin, je conclus qu'il y a eu des brûlures, il y a eu des plaies. Oui. Et je vois que nos dirigeants eux-mêmes, ils tendent la main. Vous pouvez écouter
l'intervention du président Laurent Gbagbo quand il parle de paix, de cohésion. Tout à fait. Et les responsables de nos armées aussi allaient serrer le bras du président de la République aussi pour parler de paix et de la cohésion. Et j'ai entendu le président Ouattara parler de paix et de réconciliation. Donc tous les Ivoiriens en général ont soif de paix et de cohésion. Il faut aller à la paix, il faut aller à la cohésion. On ne dit pas qu'on oublie ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il faut éviter les guerres. Parce que quand il y a les guerres, forcément, il y a des meurtres, il y a des crimes, il y a des morts, il y a des pertes de vie humaine, il y a des pertes de matériel. Donc, il faut faire en sorte que ça ne se répète pas et que les élections futures soient sans heurts. Voilà ce que je veux dire. D'accord, parfait. Ok, ben, en tout cas, c'est assez touchant. Alors, je pense que les intervenants ne se montrent pas parce que je pense que c'est un peu complexe. En tout cas, je m'en excuse. Je n'ai pas pu faire une vidéo où on serait venu pour juste parler, pour dire aux Ivoiriens de tous venir main en main pour construire un pays stable. Parce qu'à partir du moment où beaucoup d'Ivoiriens sont en train de, comment dire, trouver une issue favorable pour aller à la paix, à l'apaisement, et je vois que d'autres personnes sont en train de se battre comment attaquer la Côte d'Ivoire. Qui veut dire quoi? Ils disent que c'est pas le roi Gbagbo qui a créé la zizanie en Côte d'Ivoire. Qui est-ce? Donc, il faut qu'on aille à la CPI pour aller chercher le coupable. Vous voyez? Donc, ce qui fait que moi, en tant que régulateur, dans la justice, je suis obligé d'essayer de faire comprendre à ces personnes-là qui ne sont pas dans la logique. Parce que ça va encore créer des tensions inutiles. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en fin de compte, ça fait quand même depuis 2010, c'est du passé, puisque les trois antagonistes sont en Côte d'Ivoire, plus Blé Goudé qui est rentré il n'y a pas longtemps, et que lui-même œuvre pour la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc qu'est-ce qu'on recherche encore? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, je comprends la contextualisation. Tu as situé le problème dans son contexte pour qu'on comprenne. Moi, au début, je ne comprenais pas. C'est pour ça que... Mais j'ai compris après que tu as situé le problème dans son contexte pour que les gens puissent comprendre de quoi tu veux parler. Tu as tout compris, voilà. Parce que sinon, si je montre certaines vidéos, je pense qu'eux-mêmes qui vont à la CPI, ils vont arrêter d'aller à la CPI. Et puis, je demande aussi à beaucoup de jeunes de ne pas suivre ce genre de personnes qui les utilisent pour les accompagner à la CPI. Ils ne sont pas contents, certes, qu'elle se lève elle-même et qu'elle aille toute seule. Ok? Parce que là, c'est une histoire d'argent. Moi, j'ai eu à discuter avec elle. Je lui ai même dit, quand Kakabi viendrait, je passerai par une personne pour qu'on aille. Elle dit, non, pas moi. Donc, c'est à Kakabi même de se déplacer pour elle. Mais elle est qui, elle? Elle est qui, elle? Tu vois ce que je veux dire? Bon, je ne connais pas cette personne. Il y a pas ministre Kakabi de la rencontrer si nécessaire. Mais moi, ce que je veux, ce que je prône aujourd'hui, c'est renforcer la paix qu'il y a aujourd'hui. On est content de voyager, d'aller chez nous. Quand il n'y a pas de paix, là, ça incombe tout le monde. Donc aujourd'hui, allons sur un message d'apaisement. Il y aura toujours des personnes voilà, qui vont parler derrière, qui ne vont pas aller dans la même direction que nous. Mais notre rôle à nous, c'est désarmer les cœurs, c'est permettre que les gens ils comprennent qu'il est temps d'oublier les heurts et qu'il faut avancer. Tout à fait. Cela ne veut pas dire qu'on oublie tout le mal qui a été fait, non. Mais chacun a sa position, saura sa responsabilité. Mais on n'est pas là pour faire le bilan des gens, en fait. Merci. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est comment aller à une cohésion, comment aller à une paix totale. Tout à fait. Donc c'est dans cet ordre-là qu'il faut qu'on milite. Les gens, ceux qui voudront parler, parleront. Ceux qui voudront continuer, continueront. Mais nous véhiculerons toujours notre message de paix. Tout à fait. Alors, avant que je laisse la parole à M. Stéphane, il faut que tu saches une chose. Tu vois, le soleil, par exemple, est-ce que toi, tu peux toucher le soleil? Non. D'accord. Pourquoi aller chercher la bête qui n'existe pas? Est-ce que tu vois? Donc, c'est pour ça que je vais te faire comprendre que, à force d'être dans le calme, les gens ne comprennent pas que toi, tu cherches une assise. Sur la Côte d'Ivoire, là, tout le monde a souffert. Moi, je n'ai pas souffert. Ok? J'étais à l'extérieur. Ça, c'est vrai. Mais les Ivoiriens ont souffert. Qui dit Ivoiriens sont mes parents aussi. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais laisser la parole à notre Stéphane pour voir qu'est-ce qu'il peut nous dire. Monsieur Stéphane, bonjour. Bonjour, Mike. Voilà. Et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui écoutent ton émission, tous ceux qui
qui nous suivent en direct. Mhm. Donc, on parle de l'apport de la diaspora pour la réconciliation dans notre pays. Tout à fait. Et il faut que Attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Justement, l'apport de la diaspora. Et ce sont les mêmes diasporas aujourd'hui qui sont en train d'attiser à la haine. Est-ce que tu vois? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Donc, moi, mes vidéos aujourd'hui, c'est aussi pour contre-attaquer ces personnes-là. J'ai eu des personnalités avec qui j'ai sympathisé hier. Ok, ils m'ont fait comprendre certaines choses. Ça fait plaisir que les gens font du là en France, en Occident. Que eux, en Côte d'Ivoire, ils vivent en paix. Ils sont paisibles. Voilà, je m'en excuse. C'est pour ça que la question, elle est bien et bienvenue. La diaspora. Allez-y. Oui, mais ce qu'il faut comprendre d'emblée, c'est que c'est lui qui a vécu la guerre. C'est lui qui a vécu, il était loin, mais c'est lui qui a vécu la guerre. Il peut être en Côte d'Ivoire, puis ne pas de rien vivre. Oui. Et ceux qui ont vécu la guerre en direct, qui ont subi les conséquences, ils sont pour la réconciliation nationale. Ceux qui n'ont rien vu, qui étaient en Côte d'Ivoire, mais qui étaient loin des affrontements, parce qu'ils se trouvaient dans une région où il n'y avait rien, comme à l'Est, qui était totalement à l'Est, à Bangou, ou quelque part, qui n'ont rien vu, ou bien quelque part d'autre, où il n'y a vraiment rien, où il n'y a pas eu d'incident, ceux-là, ils ont une autre manière de voir les choses. Celui qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui a vécu les événements, sincèrement, il sera pour la réconciliation de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Eh oui. Il y a des gens qui étaient en Côte d'Ivoire, qui ont fui, qui se sont retrouvés en Europe. Il y a pas des gens qui étaient en Côte d'Ivoire, qui ont fui, qui se sont retrouvés en Europe. Qui ont plus ou moins participé à quoi que ce soit. Ils sont en Europe, aujourd'hui ils sont là-bas, mais ils doivent justifier leur présence sur le territoire européen. Mais pour justifier leur présence sur le territoire, il faut justifier ça. Mais pour justifier ça, il faut que tu aies les papiers, parce qu'ils sont là-bas comme réfugiés. Il n'y a plus de refuge. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour toujours, pour avoir les papiers d'exilés ou bien quelque chose comme ça? Ils sont obligés de courir dans tous les sens pour se jouer les grands opposants, pour se jouer les ceci, cela. Ils vont aller contre la réconciliation juste pour qu'ils soient indexés par le pouvoir pour dire, bon, et toi, voilà ce que tu fais de mauvais, ce n'est pas bien. Pourquoi tu dis, voilà, je ne peux plus rentrer dans mon pays, je tiens à te dire de rentrer dans mon pays, voilà, patati, patata, juste pour pouvoir justifier leur présence sur le territoire européen, alors que là, ils n'ont plus le droit. Maintenant, le document d'exilé et autres, il faut forcément le garder en faisant quoi? En faisant des provocations, en faisant ceci, cela, tout ce qui peut aller contre la réconciliation, juste pour leur propre intérêt. L'intérêt, c'est toujours conserver leurs documents pour ne pas qu'ils soient rapatriés, pour ne pas qu'ils aient la paix dans ton pays. D'accord, je comprends. Voilà, donc il y a ceux qui font ça, qui continuent d'artiser, juste pour qu'ils soient mal vus par le pouvoir en place. Et là, c'est pour lui des arguments solides, c'est pour lui une pièce justificative pour que les Blancs le maintiennent là en Europe. Moi, je crois qu'il ne faut pas penser à soi. Il faut penser de façon générale, il faut penser à tout le monde, au bien. De chacun veut penser à lui-même, ce n'est pas bon. De deux, il y a des qui sont en Europe, qui se disent que moi, je n'ai plus rien à foutre avec la Côte d'Ivoire, c'est mon pays, mais je n'ai plus de part. Mais je ne sais pas ce que les pays sont confiés leur part. Et puis, bon, si je m'en fous de la Côte d'Ivoire, c'est parce que les gens les font là-bas. Oui. Moi, ma vie, c'est ici en Europe, c'est là que je vais vivre, c'est là que je vais mourir, c'est là que je fais tout. Donc, je m'en fous. Donc, ceux-là, souvent, ils sont dans une position d'attiser à la haine tribale, à la haine ethnique. En Côte d'Ivoire, ils sont là pour mettre le feu. Et ils ne pourront jamais l'éteindre. Un feu qu'eux-mêmes ne peuvent pas éteindre. Tout à fait. Souvent, il y a ça aussi qui est là. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas partir là-bas, donc pour eux, il faut gâter. Si c'est gâté, ils s'en foutent. C'est pas gâté, c'est pas le problème. Parce qu'ils n'iront plus en Côte d'Ivoire, c'est pas le. Mais moi, je dis que tout ça, c'est dangereux. Parce que quoi qu'on dise là, on est heureux que ce soit. On est chez les Blancs, nous-mêmes, on est bien ici au Canada. C'est bien, je suis bien, mais je ne suis pas vraiment bien comme je dois parce que ce n'est pas chez moi. Parce qu'à tout moment, on me rappelle que ici, ce n'est pas chez moi. À tout moment, quand dans les petites discussions, on te demande toujours, mais tu dis que tu es Canadien, mais tu es originaire d'où? Je dis, mais je suis Canadien. On dit, non, on sait que tu es Canadien, mais tu es originaire d'où? Donc ça veut dire qu'on est en train de me montrer la route de mon pays. Je suis originaire de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu es Canadien, certes, mais tu viens de Côte d'Ivoire. Donc toujours me dire ça. Donc c'est chez moi, dans mon propre pays, que je peux être bien, je peux être à l'aise. Moi, ce que je peux dire aux gens de la diaspora, c'est pas tout le monde de la diaspora, il y a beaucoup ont compris. Mais ce que moi je peux dire, c'est qu'il faut qu'on désarme nos cœurs. Comme notre sœur vient de le dire, il faut qu'on désarme nos cœurs. Il faudrait qu'on pense au futur. Le futur, là, c'est nous. Ce sont ceux qui viennent après nous. Ceux qui viennent après nous, là. Nous, on les lègue quoi? Si on les lègue la haine, là, le pays ne va jamais aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on leur lègue?
qu'est-ce qu'on leur donne comme héritage? On leur donne comme héritage la fraternité, l'entente, la symbiose, la bonne communication, le pardon, l'amour. C'est ce qu'on doit enseigner à nos enfants et à ceux qui viennent derrière. Mais si on reste dans cette position de haine, de ceci, cela, bon, on n'avance pas. Non seulement la haine, ça ne fait pas avancer, mais ça détruit. Mais si ça détruit, on va s'en sortir comment? Aujourd'hui, là, tous les pays cherchent à se développer. Tout à fait. Tous les pays cherchent à aller de l'avant. Comme la soeur l'a dit, notre soeur qui vient de parler l'a dit, il faut qu'on désarme nos cœurs. Oui. Il faut qu'on cherche la réconciliation. Il faut qu'on cherche à aller de l'avant. Si on prend l'Allemagne et la France et l'Allemagne qui ont fait les guerres mondiales, les gars se sont entretués. L'Allemagne est venue occuper la France. Il y a des milliers de morts, peut-être des millions même de morts. Oui. C'est deux pays différents, deux pays très distincts. Ils n'ont rien en commun, deux pays distincts. Mais aujourd'hui, ils ont pu quand même s'entendre, se réconcilier. Aujourd'hui, ils sont devenus les meilleurs amis. Mais nous qui sommes ivoiriens, dans le même pays, pourquoi nous on ne peut pas aller dans ce sens-là? Pourquoi on doit toujours garder les rancœurs? On ne peut pas faire un effort pour se mettre au-dessus d'un certain nombre de considérations ethniques, tribales et autres, et puis mettre au-dessus, et puis penser général, avoir une pensée nationale pour comment créer une nation et puis aller de l'avant. Mais si on reste divisé, ça n'ira nulle part. Moi, je pense qu'il y a les cyber aussi qu'il faut canaliser. Le ministre Akabe, il est là, le ministre de la Réconciliation nationale. Je pense que bien, beaucoup de choses qui se passent en Côte d'Ivoire, l'origine se trouve en Europe. C'est que ceux qui allument là, le feu là, c'est en Europe. C'est que les bûchettes allumées plus le carburant se trouvent en Europe. Parce que le ministre Akabe doit créer une cellule qui va peut-être traiter ce dossier de cyberactivistes là. Parce que tu vois, cyberactiviste, activiste, c'est pas plein droit. Mais cette activité là, qu'on l'amène, il faut la mener dans le bon sens. On peut critiquer les régimes, on peut critiquer le président Ouattara, critiquer le gouvernement, critiquer tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais peut-être que ces critiques-là soient constructives. Mais quand il faut critiquer, et puis quand tu critiques, il faut aussi apporter des solutions. Moi, je fais une critique, et puis je dis, bon, moi, voilà mes solutions. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Mais si je critique, et puis je ne donne pas des solutions, mais ça ne marche pas. Tu critiques, mais quelles sont tes solutions? Toi qui critiques, quelles sont tes solutions? Propose des solutions, et puis on analyse ensemble, si c'est bon, on peut les accepter, on peut les adopter, et puis on peut les mettre en pratique. Et c'est comme ça que le pays peut aller de l'avant. Moi, je crois que les cyberactivistes d'Europe, là, et puis de partout, ceux qui sont aux États-Unis partout, qui souvent parlent dans le vide, ils ne savent même pas ce qui se passe au pays, ils sont là, ils prennent un truc au bon, là, et puis commencent à raconter leur misérable vie. Moi, je crois qu'il faut mettre un terme à ça. On peut critiquer, mais critiquer dans le bon sens. On peut critiquer aussi en proposant des solutions. Critiquer aussi, pas pour détruire, mais pour unir. Tu critiques, c'est bien, mais tes critiques en cas quelque chose qui peut consolider le tissu social, qui est déjà qui est en train de se mettre en place. Moi, je crois que tous les cyber doivent aller dans ce sens-là. On ne dit pas qu'ils peuvent critiquer, c'est pas un problème, mais critiquer dans le bon sens. Des critiques constructives, vraiment, je crois que c'est ce qu'on attend d'eux. Et non divulguer la haine, distiller, c'est pas le mépris, distiller l'arrogance, c'est pas. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. D'accord. Alors, excuse-moi, à travers tous les vidéos que j'ai présentées, qu'est-ce que tu en penses? Parce que j'essaie de faire comprendre aux Ivoiriens, finalement, qu'il y a bel et bien une base. Est-ce que tu penses que ça... Les vidéos que tu as présentées, tu as fait la genèse des choses. Tout à fait. Mais il faut dire que là, bon, c'est comme s'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui ont fini par t'agacer. C'est ça. Et c'est qu'une réponse que tu leur donnes. Tout à fait. Moi, ce que je peux dire, c'est que ces gens-là, ils seront toujours comme ça. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas changer, ils vont pas, c'est des gens, bon, je ne peux pas dire de gros mots, mais c'est des gens qui sont comme ça, qui ne veulent pas changer. Celui qui ne veut pas changer, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? D'accord. Ben, je comprends. Ben, je crois qu'il a un problème de connexion, notre très cher Stéphane. Ok. Alors, Madame Marietou, vous avez écouté le frère. Stéphane, qu'est-ce que vous en pensez de ces dires? C'est réel, on se rejoint à la fin. D'accord. Parce que comme ils disent, il ne faut pas que des personnes, parce qu'ils sont contraints de se maintenir sur le trottoir ici en Occident, aillent chercher les problèmes alors qu'on essaye d'éteindre le feu. Tout à fait. Donc voilà. Je suis contente que vous, les cyberactivistes aussi, vous vouliez prôner l'apaisement, et c'est ce qu'il faut. Donc lui, il est au Canada,
il a vécu sûrement la situation parce que comme il dit, il faut avoir vécu la guerre. Quand tu as vu tes parents mourir ou que tu as vu des gens souffrir, tu ne peux que chercher la paix. Tu ne peux que chercher la paix. Tout à fait. Et aujourd'hui, rien ne vaut la paix. Donc, c'est important que tous ensemble, nous allons vers cette cohésion et que chaque Ivoirien soit acteur. Le frère du Canada, je voulais lui dire qu'il y a une représentation aussi du ministère en Amérique, donc je pense que c'est l'Amérique qui va aussi s'occuper du Canada. D'accord. Franchement, si ça l'intéresse, lui aussi, étant au Canada, de nous accompagner dans ce processus-là, franchement, ça me plairait bien. Parfait. Donc, je vous lance une invitation. Hein. D'accord, je le dirais, de se mettre en contact avec toi. Voilà, s'il veut rejoindre l'équipe, pour qu'on essaye d'accompagner nous comme on peut, du processus de réconciliation qui est long. C'est un chemin qui est long, c'est écailleux, ça ne se quantifie pas, c'est pas des chiffres qui se mesurent, mais c'est du travail de fourmi, un petit peu tous les jours, aller vers les Ivoiriens, leur parler, même si ça semble difficile, il faut le faire et on va y arriver. Parfait. Alors, comme ce n'est que le début, hein, une première fois, ben là, après celle-ci, ça sera un prochain thème où le monde viendra s'exprimer. Parce que là, c'était un peu spécial aujourd'hui. Ok, Marietou? Alors, on va écouter un, ok? Et puis, bon, je vous dis merci à tous. Et puis, ben, à la prochaine, Madame Marietou. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, pour moi, pour conclure, je vais vous dire qu'en fin de compte, la vraie réconciliation, c'est le vivre ensemble et son bien-être. Qui veut dire quoi? Avoir sa stabilité, son travail. Vous voyez, qui dit travail veut dire santé. Qui dit travail veut dire responsabilité. Qui dit travail veut dire un salaire. Parce que quand on a un salaire, on est tranquille. Souvent même avec le salaire, on ne s'en sort pas. Alors s'il faut encore aller dans des querelles qui n'ont pas de sens pour se rendre malade, je pense qu'on perd notre temps. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez qu'une chose à faire, aller vers les personnes positives pour les sensibiliser, les conscientiser, leur donner la vraie raison pour dire qu'en Côte d'Ivoire, c'est notre pays à tous. Vous voyez, quoi qu'il arrive, on est plus de 60 ethnies ou plus. Parce qu'il y a même des nouvelles ethnies qui sont en Côte d'Ivoire, les Libanais, qui sont maintenant ivoiriens. Donc, voyez-vous, donc pourquoi voulez-vous vous déchirer alors qu'à la fin vous vivez tous ensemble? Vous voyez, par exemple, quand on va acheter à Loco, c'est pas marqué forcément à Loco BT, à Loco Baoulé, à Loco Atier. C'est tous les Ivoiriens qui viennent acheter le même Aloko ou aller manger le Garba chez le Haoussa. C'est tous les Ivoiriens qui viennent manger chez le Haoussa. Vous voyez? Donc je pense que les gens qui continuent la haine, ça ne sert à rien. Je viens d'apprendre quelque chose tout à l'heure là, quand j'étais à l'extérieur. C'est quand même triste, mais je ne pourrais pas dire le nom ici. Tout ça fait à réfléchir, qui veut dire que les Ivoiriens ne sont pas prêts. À partir du moment où tu es dans un groupe, un parti politique, et que toi, tu dois aller manger chez cette personne-là, on te dit, tiens, voici une personne de RHDP, voici une personne du PPBACI, voici une personne de machin, machin. Mais tous, vous avez quoi en commun? Une carte d'identité. Tous, vous avez quoi en commun? On dit l'Ivoirien. Ok? Donc, pourquoi vous prenez la tête? Sur ce, laissez les gens se battre. Vous pensez à votre bien-être, votre santé, votre travail, votre famille. S'ils veulent jaser, qu'ils aillent jaser. Parce que le président Ouattara, il est bel et bien en Côte d'Ivoire. Ceux qui ne sont pas contents, allez l'enlever. Les 3 grosses têtes sont en Côte d'Ivoire, ils vivent en paix. Sur ce,